Bonjour à tous, aujourd'hui avec Nam on vous parle d'un film d'animation qui est sorti sur Paramount+, c'est le deuxième film qu'on fait sur cette plateforme, et ça s'appelle La Légende du Tigre, en VO The Tiger's Apprentice, et on commence bien évidemment par la petite fiche technique. À la réalisation, alors comme souvent pour les films d'animation, nous avons plusieurs réalisateurs, nous avons même un trio de réalisateurs. Nous avons Raman Hui, qui est un réalisateur hongkongais, qui est un ancien de DreamWorks. Son premier crédit comme réalisateur sur un long, il est co-réalisateur de Shrek 3, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il a aussi fait pas mal de courts-métrages autour de l'univers de Shrek chez DreamWorks en tant que réalisateur. Et ensuite, il a fait deux blockbusters en Chine qui s'appellent Monster Hunt, chasseur de monstres en français. Chasseurs de monstres 1 et 2 qui sont des live action, mais avec des petites créatures, donc il y a quand même tout un truc d'animation, d'effets spéciaux derrière, quoi. Et moi j'ai vu le premier, c'était plutôt pas mal d'ailleurs, pareil. Il a aussi travaillé en tant qu'animateur, donc quelqu'un qui est habitué à l'animation. Exactement. Nous avons Young Duk-joon, qui est donc un coréen, comme son nom l'indique. C'est son premier crédit comme réal. Avant, il était assistant sur une série d'animation qui s'appelle assistant réalisateur Star Trek Prodigy, qui est en fait la série d'animation Star Trek de Paramount, Alors, oui. celle qui est qui a un petit peu pas mal de moyens, quoi. Comparé par exemple à Lower Decks, qui est une série plutôt 2D et plus proche d'un truc, d'un délire à la Simpson. Là, c'est celle vraiment avec de la grosse 3D bien compliquée, etc. Et lui, il est spécialiste en layout. Parce qu'effectivement, comme disait Nam, en général, les trois réalisateurs ont des spécialités un peu différentes. Et le layout en animation, c'est juste après le storyboard. C'est en fait comment les plans se découpent et voilà, comment on va vraiment produire les choses par la suite, quoi. C'est pas le découpage comme ça. Et il a travaillé sur Les Trolls, il a travaillé sur Ferdinand, il a travaillé sur Les Incognito, donc plutôt des blockbusters d'animation aussi. Et le troisième larron, c'est Paul Watling. Et donc lui, il est plutôt Chara designer, donc il est plutôt spécialiste des personnages. Et il était head of story, donc dans le sens head of storyboard, sur un tout petit film d'animation dont on n'a pas du tout parlé, qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc voilà. Oui, un petit truc. Voilà, ce qui explique que tous les gens qui ont travaillé sur ce film, ils ont step up et ils sont tous passés réel, tiens, bizarrement. C'est assez... tous ceux qui étaient sous-chefs, ils sont passés chefs, quoi. Côté scénario, alors il faut savoir que c'est basé sur un roman jeunesse de Laurent Siepp qui est sorti en 2003, qui s'appelait de la même manière The Tiger's Apprentice. Je crois pas que ce soit sorti en France à ma connaissance. Et nous avons deux scénaristes. Nous avons David McGee, qui est un scénariste qui a pas mal de crédits. Notamment, il a travaillé sur l'Odyssée de Pi avec Ang Lee. Il a travaillé sur Le Retour de Mary Poppins. Il a travaillé sur le live action de La Petite Sirène. Donc quand même des gros crédits. Pour le meilleur et pour le pire, un peu parce que le live action de La Petite Sirène, c'était quand même pas fameux. Nous avons Christopher Eliost, qui lui a donc est plutôt... Alors c'est pareil, hein, ils ont des expertises complémentaires. Là, on est dans un dessin animé dont on va vous parler, qui a un côté un peu super-héros, et donc lui, il travaillait sur la série X-Men Evolution. Il a également travaillé sur Shuriken School pour le côté un peu combat. Et après, il a travaillé sur Thor 2 et 3. Il a fait les scénarios de Thor 2 et 3, en tout cas en co-scénariste, hein. Il a travaillé aussi sur les séries Star Wars et sur la série live action Cowboy Bebop pour Netflix. Je crois un peu moins à succès aussi. Aussi quelqu'un qui a tourné quand même dans des grosses prods. Ouais, voilà. Donc on a quand même une très très grosse équipe. Le studio qui est derrière le film, donc c'est Paramount Animation. Mais alors Paramount Animation, ils sont pas forcément très connus. En général, c'est contrairement à DreamWorks ou à Disney, c'est plutôt des gens qui font des coproductions et qui vont aller chercher des expertises ailleurs, et ils n'ont pas vraiment de studio d'animation en tant que tel en interne. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc les prods de Paramount Animation, c'est donc pas mal de prods avec Nickelodeon, notamment Bob l'éponge, celui en 3D, enfin les deux en 3D, puisque maintenant il y en a un deuxième qui est sorti par ailleurs. Le Petit Prince avec Orange Studio, Anomalisa avec Charlie Kaufman, Monster Trucks, pour ceux qui connaissent ce film, cet infamous film, Sherlock Gnomes, la suite de Gnome et Juliette, Wonder Park, un film qui était sorti sans réalisateur, c'était une prod un peu chaotique. Steve Bête de combat en coproduction avec WWE Studio, donc un film autour du catch. Et Under the Boardwalk, qui n'est pas encore sorti à ma connaissance, et donc là, La Légende du Tigre, qui sort directement sur Paramount+, leur plateforme. Et donc leur prestataire, c'est Micros Animation, et Micros Animation, on en a parlé dans le dernier Actu Streaming, puisque c'est eux qui avaient fait déjà l'animation pour La Nuit d'Orion. Et d'ailleurs, on va retrouver des choses qui sont un peu semblables. Je sais pas si tu as vu ça. Notamment, on a des personnages qui vont être un peu définis par une couleur, et quand ils courent, ils vont en faire un tracé avec leur couleur. C'est un truc que j'ai vu en commun entre les deux films. C'est vrai que ça fait les deux, ouais. Il est dans les deux, ils font ça. Mm, mm.
Sur la musique, on a Steve Jablonsky, donc également un grand nom, hein. C'est lui qui fait la musique de Transformers, la musique des films de Peter Berg, et pour moi sa meilleure partition c'est sur la stratégie Ender, où vraiment il avait fait un super boulot, Steve Jablonsky. C'était très sympa la stratégie Ender. Ouais, la musique était vraiment très 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 bien. D'ailleurs, elle est souvent reprise dans les cérémonies de remise de prix. C'est souvent la musique de la stratégie Ender a pas mal été reprise. Au montage, nous avons Michael Andrews qui a travaillé sur Across the Spider-Verse, donc le deuxième Spider-Man d'animation, James Palumbo qui a travaillé sur L'Âge de Glace 3, 4, 5, et Wayne Warham qui a travaillé sur alors plutôt des films live action, Kickboxer avec Van Damme, les deux Charlie's Angels, les vieux avec Cameron Diaz, Je suis une légende, et un gros film d'animation qui avait vraiment flop qui s'appelait Milo sur Mars, et qui était ok tiers, on va dire. Au doublage, alors ça c'est important, dans le doublage VO, alors toi Adam, j'imagine que tu as regardé en VO comme d'habitude. Oui. Et moi j'ai regardé en VF comme d'habitude. et donc c'est un casting avec que des acteurs américains mais d'origine asiatique. Donc on a Henry Golding, on a Brandon Soo, on a Lucy Liu, on a Sandra Oh, on a Michelle Yeoh, on a Greta Lee, donc quand même un très gros casting de voix. Et en français, des doubleurs professionnels de films d'animation, hein, c'est pas un starcast. On a Elias Changel, Tom Trouffier et Anne Plumet notamment. Et donc voilà, c'était pour la petite fiche technique. Nous allons passer au pitch et je vais laisser Nam parler. Nous commençons à Hong Kong en 2009. C'est l'image que j'ai mise pour commencer et c'est la première image du film avec un très beau feu d'artifice. Alors, déjà, s'il y a des moments où je suis plus trop sûr de ce que je raconte, je suis désolé. Parce que il y a 2 jours, quand j'ai été recontacté pour reparler de ce film, j'avais oublié que j'avais vu. Bon bah déjà ça pose déjà une base Voilà. de critique, hein, on va dire ça aussi. Mais donc voilà, donc ça commence à Hong Kong en 2009. Bon, depuis ça m'est revenu hein, quand même. Mais voilà, Hong C'est Kong pas en très 2009. compliqué aussi, on peut le dire. On commence avec une femme en voiture avec un bébé à l'arrière. Voilà. Qui se font poursuivre et attaquer par des espèces d'ombres, de créatures ombragées, guidées par une espèce de sorcière. Voilà, c'est eux. En plus, ils sont tout verts. Alors, c'est le vert de la magie, c'est pas le vert atomique. Il y a mon chat sur le bureau. Et donc voilà, ils se font attaquer, mais ils ont également des protecteurs qui prennent la forme de 12 animaux, les 12 animaux du zodiaque chinois. Non, ne marche pas sur le clavier s'il te plaît. C'est le caméo, c'est parce qu'il aime bien les animaux. On a un animal supplémentaire. Pilou. 100% je laisse ce moment complètement chaotique de mise en scène. Bébé, qu'est-ce que Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les yeux Si de on la pose, culpabilité. d'accord. T'as juste changé ton axe de caméra. Ah oui, non, elle a mis un coup dans la... Ok. Bon, du coup, vous avez la chance de pouvoir l'apercevoir. C'est ça. Donc voilà, les 12 protecteurs, les 12 animaux du zodiaque chinois. Je précise chinois parce que c'est pas les mêmes zodiaques selon les endroits. Et parmi eux, il y en a un notamment qui va se démarquer, c'est le tigre au centre, qui va aller se faire un petit 1v1 contre la sorcière et se faire défoncer. En gros, voilà, flash forward, le bébé a bien grandi et c'est désormais lui qui a un visage. Ah oui, bah déjà on peut parler de ça, c'est que bon bah effectivement on peut parler de l'aspect visuel déjà, c'est assez important. Effectivement donc le chara design du film, on va le voir quand même, va être relativement dans les clous de ce qu'on connaît dans les films d'animation. On va plutôt avoir des personnages assez grands, pas trop cartoon, et avec un traitement sur les vêtements, sur les visages, même sur les décors, où on va avoir un côté un petit peu peinture, un petit peu dans le style de la série Arcane, moi ça m'a rappelé ça, en beaucoup moins stylisé quand même, c'est-à-dire en beaucoup plus normatif même, d'ailleurs pour être pas très gentil, puisque c'était un peu le sens de ta critique, il a un visage, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus générique, voilà, on va dire ça comme C'est ça. Bah, de toute façon, vous pouvez voir là sur cette image, on voit bien que lui et les deux à gauche, ils ont un peu la même tronche. Alors c'est vrai que sur les héros, de manière générale, et on voit ça aussi dans l'industrie du jeu vidéo, on va avoir tendance quand même à avoir un personnage qui a toujours un visage assez neutre,
en Ouais, général pour que tout le monde puisse s'identifier à ce personnage-là. Personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée, parce qu'en fait, je pense qu'on peut s'identifier à absolument n'importe qui. Mais en gros, lui, il a le morphotype de l'adolescent, quoi. En fait, c'est l'adolescent. Si c'est tu ça. demandes à ChatGPT de te sortir un adolescent un peu typé asiatique, voilà, il va en style animation, il va te sortir ce personnage-là, hein, très concrètement. Ce qui est un petit peu dommage, avec bon, bah, juste, il va avoir les yeux verts et c'est ce qui va faire sa différence par rapport aux autres. C'est ça. Et donc, début du film, qu'est-ce qu'on voit? C'est il se fait bully, mais c'est un personnage cool. Du coup, il se fait bully, mais il fait des blagues, et puis il découvre qu'il est très fort. Ouais. Bon, ça nous rappelle un Euh, film, hein. non, Un peu, hein. non, ça me rappelle plusieurs films même, Oui, cette histoire. ça nous rappelle plusieurs films, mais cette scène-là nous rappelle spécialement quand même un film Oui. bon, c'est Spider-Man, quoi, Bon, on peut le dire. oui, Je, voilà. je te coupe l'herbe sur le C'est pied, mais Agent Spider-Man. voilà. Je précise Agent parce que voilà, on est centré quand même sur un univers d'origine asiatique, mais déplacé, c'est-à-dire que c'est des Américains, enfin Ouais. C'est la diaspora chinoise, on peut dire ça, quoi. la diaspora chinoise Hmm, aux États-Unis, du coup avec leur tradition qui continue d'exister, ce qui existe vraiment, hein, parce que voilà, le nouvel an chinois ça se fête bien sûr, toujours, ouais. enfin nouvel an chinois, le nouvel an lunaire Ouais, ouais. asiatique. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller. Ah oui, et non, il est complexé aussi par sa grand-mère. Je pense qu'on va voir le truc. Donc, On la verra. Alors d'abord, il y a Mary Jane, hein, bien sûr. ah oui, il y a la Mary Jane. C'est très Euh, important. Qui a un voilà, look de Mary Jane, hein, par ailleurs. oui, pas grand-chose à dire sur elle. Oui, Euh, malheureusement, le personnage sera pas du tout développé dans le film. On le verra par la suite. D'ailleurs, même un traitement assez bizarre d'ailleurs, même dans le film, ce ouais, personnage-là. Et donc ça, c'est la maison avec la grand-mère et la maison d'Eton. On voit aussi qu'on est à San Francisco, hein, avec ces fameuses oui. rues en pente et ces maisons comme ça, tout en hauteur. Et donc elle a plein de gris-gris et de talismans et Et, elle c'est est très proche de ses origines, tout et- simplement. oui. Et il est très complexé par l'aspect de sa maison, Ouais. notamment avec le fait qu'elle le force à foutre des talismans partout. Donc voilà, il découvre qu'il a des pouvoirs, il lui en parle, et la grand-mère, elle fait: Ah, alors on a un secret familial dont il faut que je te parle. Ah oui, non, d'abord, il y a lui qui arrive. Alors, c'est Wolverine. Oui, c'est Euh, vrai. il a même le blouson. Ça, c'est Non, son mais blouson avec les j'avais straps. pas Vraiment tilté, mais t'as raison de le dire. Effectivement, c'est Wolverine. bon, même si en vrai, là, c'est en référence au fait que c'est Tigre, en fait, Oui, sous forme humaine. Mais bon, c'est Wolverine, c'est le mentor qui veut pas être un mentor, c'est le solitaire au grand cœur, c'est voilà, le grand blessé qui veut pas retourner avec les autres, mais en vrai, il attend que ça. Bon, voilà, c'est voilà, Wolverine. exactement. Bon, déjà, on peut le dire, du Euh, coup, l'un des problèmes du film, c'est qu'il va être quand même extrêmement dérivatif, en fait. C'est-à-dire c'est que ça. ça va être vraiment un copy-paste de plein de choses. Et donc, moi, il y a une série qui me fait beaucoup penser aussi à ce scénario. C'était la série qui était dans les années 2000 et que je regardais avec grand plaisir, Les Aventures de Jackie Chan, où ça se passait. Oui, Donc, c'était une série d'animation. Ça était dans à un San contexte de Francisco. diaspora hongkongaise. C'était les signes du zodiaque, qui étaient déjà Mhm. utilisés pour les pouvoirs du personnage. Et c'était à San Francisco de la même manière. Donc en fait, Ouais, ouais. le plot est aussi extrêmement proche de ça. Ce qui n'est pas pour mon déplaisir par ailleurs, parce que j'adorais les aventures de Jackie Chan. Moi Mm, aussi. mm. D'ailleurs, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu dur à trouver. Ouais, Euh, Genre très très dur à trouver. Mais je crois que la première saison est quand même voilà, il y a moyen de la choper. mm. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'être vu si vous avez C'était jamais très vu, drôle. parce que notamment les scènes d'action, Ouais, séries d'animés d'action des années 2000, t'as pas vu des scènes de combat comme ça dans d'autres dessins animés, et même aujourd'hui, genre très rare d'en avoir, parce que c'est incroyable. et d'ailleurs, on reparlera des scènes de combat dans ce film-là, qui pour ma part m'ont assez déçu justement, parce qu'on retrouve pas ce côté très kung-fu, on retrouve plutôt le côté pouvoir magique à l'inverse. C'est ça. Et moins arts martiaux. Donc oui, bien sûr, ils se font attaquer par la méchante Voilà, sorcière, donc la la grand-mère, grand-mère, voilà. ça La se passe mal. grand-mère se fait elle-même sauter avec un truc magique pour blesser la sorcière, mais malheureusement, ça va pas la tuer. Mm, mm. Et du coup, notre personnage principal qui s'appelle Tom, je Ouais. crois. Oui, bah il s'appelle Tom Lee, hein, on dirait. C'est comme si J.K. Rowling avait choisi son nom, quoi. Donc, ok, Tom, c'est pas fait d'effort, hein. Ouais. Qui du coup va devoir être le nouveau gardien de la pierre du phénix de la grand-mère, c'est la pierre qu'elle porte autour du cou. Donc voilà, la méchante sorcière. Et donc il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques de gardien du phénix, de ses ancêtres chinois, machin.
pour pouvoir vaincre la sorcière et l'empêcher de je sais pas, dominer ou détruire le monde, je sais plus, bref, Oui, oui, entre les elle est deux. très méchante, hein. Moi, j'ai retenu ça aussi, hein. Vraiment, elle a des mauvaises intentions, hein. Et donc après, voilà, une des aspects qui va être plutôt cool dans le film quand même, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de personnages. Ouais. Parce que bon, bah, il y a 12 symboles du zodiaque. Et il y a même d'autres créatures magiques qu'on va pouvoir voir, comme une chose que tu vas la voir très bientôt, comment elle s'appelle? La cuisinière. Ah oui, oui, la euh, cuisinière. Bah, c'est un des une petite animaux, non? grenouille. Ouais, ouais, c'est ça. Juste pour revenir un petit peu sur les images que j'ai passées rapidement, ça c'était pour montrer un petit peu aussi le traitement des décors. Donc dans le traitement des décors par rapport au traitement des personnages, donc parfois on va avoir quand même des effets un petit peu de 2D, donc par exemple avec cette scène-là qui est plus en parallaxe, qui va être plus proche un petit peu des concept art. Malheureusement, contrairement par exemple à La Nuit d'Orion, je trouve que ces effets de parallaxe 2D jouent parfois un petit peu avec le côté 3D. On va avoir parfois, là par exemple on est dans une scène de nuit, c'est plutôt joli, il y a quand même un soin qui apporte aux éclairages, et effectivement le quartier, le Chinatown de San Francisco ressemble vraiment à ça, on pourrait y être allé, je crois que c'est l'entrée du quartier, ça ressemble à ça, avec les petits lions. Après j'ai quand même une petite réserve sur l'éclairage que je trouve parfois un petit peu simple, c'est-à-dire que ça monte un petit peu de dégradé. Euh, Notamment dans les scènes de jour. C'est-à-dire là, dans les scènes de Ouais. nuit, là, c'est quand même très riche. On voit quand même que ça se reflète un petit peu sur l'eau. Il y a quand même quelque chose. Mais sur les scènes de jour, je trouve ça un petit peu plus faible. Et aussi sur la texture des bâtiments. C'est-à-dire notamment quand on fait de la texture 3D sur les bâtiments, on essaie toujours sur les angles et les coins de mettre un petit peu des effets de frottement, des effets d'usure, des choses comme ça. Et là, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, en termes artistiques, je trouve que techniquement, on n'est pas forcément au niveau des gros blockbusters américains du moment. Voilà. Mais après, c'est Sur- peut-être aussi le choix de l'avoir vraiment ancré ce truc, enfin cette histoire dans le monde réel en fait. Mhm. C'est le monde réel mais avec des créatures fantastiques. Mais bon, bah, le monde réel c'est un peu moche et du coup, le film est un peu Oui, moche. oui, oui, il y a ça aussi. Euh, c'est peut-être parce que justement, quand t'as les effets magiques et tout, là ils s'en donnent à cœur joie et t'as des grosses lumières, des beaux effets qui partent de partout. Donc c'est peut-être ça aussi. Au moins dans sa première partie, le film il va avoir du mal à se démarquer visuellement parce que bah, il est très, comment, très convenu en fait Ouais. sur pas mal d'aspects. Puis effectivement, quand tu le dis à l'inverse, peut-être d'autres blockbusters, notamment Orion qui avait un positionnement vraiment enfant, Mm. ou d'autres blockbusters qui vont vraiment avoir un positionnement très familial. Là, on a un positionnement effectivement young adulte, et effectivement sur cette tranche d'âge en général, la production estime qu'il faut effectivement être plus proche du monde réel et plus proche des canaux actuels. C'est notamment, il y avait cette règle notamment, c'est vrai que les films d'animation et les séries d'animation, les jeunes filles en général arrêtent de regarder des séries d'animation quand elles rentrent au collège. Donc, en général, 6e, 5e, les filles elles passent sur les séries live action, les séries live. D'accord. Euh, Type série pour ados, hein, tout simplement. Oui, non, Violetta et compagnie, quoi. Et les garçons, eux, restent un petit peu plus longtemps dans l'animation. Et donc il y a tout un public quand même. D'ailleurs là c'est plutôt un film qui est plutôt centré pour les garçons d'ailleurs, puisque c'est plutôt centré oui. action, Spider-Man, c'est un héros masculin, etc. Et donc c'est plutôt pour des garçons effectivement qui auraient 11, 12, 13 ans quoi, on va dire dans ces eaux-là, Mm. pour aller plus loin. Et donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de direction artistique effectivement qui se veut un petit peu plus réaliste, mais qu'on reste dans le domaine de l'animation. Il y a quand même des mélanges de styles d'animation, puisque ça se fait beaucoup maintenant depuis Spider-Verse. Notamment avec ces scènes où il va être dans le monde des esprits, hein, un petit peu comme, un petit peu comme dans Black Panther, hein, pour continuer dans le côté dérivatif. Et bon, bah, c'est plutôt joli, hein, il y a un côté peinture qui est plutôt sympa et que moi, bah, j'aurais aimé voir beaucoup plus dans le film, parce qu'effectivement, là, le film quand même a une ambition d'animation un petit peu plus Bah, élevée. surtout que ça c'est un truc aussi, tu vois, genre un grand classique des films d'animation, mais avant Spider-Verse, tu sais, t'avais la fameuse séquence de rêve où Ouais. ils en profitaient pour avoir un style graphique complètement différent et faire des trucs de ouf. Mhm. Et à chaque fois, moi je me disais, bah, c'est quand même dommage de se réserver à ça pour une séquence de rêve. Et Spider-Verse nous a montré que non, c'était possible de le faire sur tout le film et Mhm. d'avoir des vraies positions visuelles et artistiques sur l'ensemble de ton film, sur un truc à gros budget, hein, je parle, bien Ouais, entendu. oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand je vois ce genre de film où bah, retombe un peu dans ces travers-là, même si on peut le voir là, comme sur les décors, on a un côté, voilà, comme tu disais, peint qui existe, Ouais, ouais. même si on a quand même une. Bah, vous voyez, c'est très propre.
C'est ça. Voilà, c'est ça, oui, c'est exactement ce que je disais par rapport au niveau d'usure, etc. Et aussi par rapport à la lumière qui vient pas forcément. Mm. Elle est un petit peu trop vive et du coup on voit un peu trop les éléments. Il n'y a pas d'éléments qui sont. Par exemple là, typiquement l'avant-plan devrait être un petit peu plus sombre et qu'on voit bien le côté en haut à gauche et le côté à droite et avec des lumières un petit peu plus pétantes pour faire un petit peu plus de contraste sur l'image en fait. Parce que là, ça manque de contraste et ça manque d'endroits où diriger son regard. En revanche, on voit quand même qu'il y a un effort qui est fait sur parfois certains plans, pour Mm. vraiment donner des effets de profondeur. Là, arriver dans un côté angoissant, être un petit peu au ras du sol au niveau. Bon, c'est un petit peu mécanique. Parfois, on va retrouver d'ailleurs ces plans-là. Ce plan-là, on va le retrouver plusieurs fois dans le film. Mais voilà, graphiquement, c'est pas la catastrophe du tout. C'est quand même plutôt bien produit, plutôt bien fait. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on n'est pas au niveau des standards du blockbuster actuel. Mais, euh, mais de toute façon, je pense qu'on peut être d'accord pour dire directement, ah bah on a les rencontres des Ouais. autres animaux du zodiaque, qui sont très sympas. Ils ont tous leur petit, comment, leur petite Une particularité. C'est personnalité ça. qui correspond un petit peu à l'animal en plus. C'est ça. Typiquement, là, le coq qui va toujours avoir envie de se battre, le singe qui va être un petit peu facétieux, le rat qui va être le voleur, en fait, qui va aller voler un petit peu des choses. Et tous à chaque, pardon, ouais. Et tous ils leur ont donné aussi un pouvoir différent. Mm, mm. Je trouve que c'était plutôt malin, ce qui fait que avoir des personnages comme ça très facilement identifiables, en plus c'est 12 animaux donc c'est facile, et en plus avec des attaques ou attaques spéciales entre guillemets où c'est toujours la même, tu arrives bien à repérer qui est qui fait quoi. Et comme tu disais, voilà, ils ont tous aussi leur code couleur Mm, mm. quand ils attaquent, quand ils se déplacent, ce qui aide vachement la compréhension des scènes. Aussi, ce qu'on peut dire sur le ton, c'est que jusqu'ici, le film était quand même assez sérieux. Il y avait, à part le personnage qui faisait un petit peu des blagues, et c'est vrai que ces Mm. personnages-là, quand même, apportent déjà une touche d'humour qui relance un petit peu l'intérêt pour le film. Moi, je trouve dès que les autres animaux arrivent, ça devient un petit peu plus marrant. En plus, ils ont des styles visuels, même les personnages humanisés à partir des Oui. animaux ont un côté beaucoup plus cartoon et un chara-design beaucoup plus intéressant qu'au début. Et donc, on revient sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Euh, une autre référence, alors comme j'ai dit, c'est très dérivatif. Aussi un personnage qui va avoir le poids de la mythologie de ses origines sur les épaules, c'est aussi Percy Jackson, avec bon, alors cette scène-là, avec un effet visuel qui est plutôt sympa, et donc forcément il a sa petite épée comme Percy Jackson aussi. Par rapport au côté dérivatif, et qui moi m'a un peu déçu, c'est qu'encore ce serait dérivatif des trucs de maintenant, ça m'irait. Mais j'ai un peu l'impression que c'est quand même dérivatif des trucs des années 2000. Et en fait je trouve le film très daté, et aussi très daté donc sur ses enjeux. Et tu le disais, sur le scénario, on dit c'est très bateau. On est dans des scènes, dans des décors, dans des endroits, alors que quand même, on a le sujet de la diaspora chinoise qui est quand même intéressante, qui est un peu spécifique, et on se retrouve quand même à des endroits très convenus, dans des manoirs, par exemple un endroit où ils s'entraînent, c'est des espèces de d'îles qui flottent un peu dans les airs. On a vu ça un milliard de fois. On a vu ça un milliard de fois, mais il y a longtemps en plus. Ça, c'est un C'est petit peu ça. le problème, quoi. Et en plus, c'est dommage parce que justement, avec cette idée de diaspora, d'endroits déplacés, Mhm. ça aurait pu être intéressant, par exemple, qu'au lieu d'avoir, je sais pas, l'entraînement dans la montagne et tout, que ça se fasse par exemple sur j'en sais rien, une montagne. Tu refais le même truc, montagne cachée, mais au milieu des gratte-ciel de San Francisco. Mhm. Tout de suite, ça aurait apporté une autre dimension, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Mais on reste malheureusement dans des trucs quand même très convenus, très attendus, surtout en plus dans ce genre d'univers, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe à San Francisco, mais le truc qui serait passé en Chine, ça aurait été pareil en fait. Oui, oui, voilà, il n'y a pas de changement. Et d'ailleurs, Hein. si, alors il y a quand même peut-être un changement, et moi c'est un truc qui m'a vraiment déçu dans le film, c'est que c'est quand même. Donc c'est un film qui parle. C'est Coming of Age Story, donc c'est un film où c'est un adolescent qui passe à l'âge adulte et qui prend ses responsabilités. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que comme il est de la diaspora chinoise, mais qu'il a grandi aux États-Unis, en fait c'est un petit américain, et il essaie de se reconnecter à ses origines. D'ailleurs, les autres personnages vont se moquer quand il essaie de parler chinois. En fait, moi, je m'attendais vraiment à découvrir de la culture chinoise, mais de la culture chinoise pas du tout superficielle. Et malheureusement, bon, les animaux du zodiaque, le nouvel an lunaire, c'est vraiment ce que tout le monde connaît. Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à se connecter à une culture chinoise, à laquelle même moi, qui suis pas chinois pour un sou, ai aucun mal à me connecter, quoi. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Ouais. Et Oui, c'est vrai que quitte à faire un truc là-dessus, j'aimerais qu'ils aillent plus loin, bah ouais. qu'ils nous en demandent plus aussi, voilà.
et peut-être qu'ils perdent moins de temps avec leur personnage principal. Non, mais surtout, en plus, ils ont pris tout un cast de doublage qui est Mm. d'origine asiatique. Donc, il y avait quand même. En plus, il y avait moyen de parler aussi. La diaspora chinoise, donc c'est quelque chose aux États-Unis, mais il y a une diaspora asiatique en général, et ça aurait été intéressant aussi d'aller voir autour et de ce que c'est le contact d'une diaspora chinoise avec une diaspora asiatique sur place, parce qu'on sait aussi que parfois il peut y avoir des connexions Oui. entre les cultures qui se font dans cet endroit où les personnes se Et, retrouvent. Et aussi, alors dans le film, le personnage va apprendre un peu les règles de l'univers mythologique. Il y a toujours ça, hein, quand on appréhende ses pouvoirs, oui, oui. donc on doit apprendre un petit peu les règles, comment ça fonctionne et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est vraiment toujours très superficiel et c'est très dommage. On va se Oui, rendre bon, compte que... on a le classique montage d'entraînement et puis basta quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On va se rendre compte que Mary Jane... Et alors là, est-ce que j'ai compris le film? Alors je vais te poser la question, c'est... Ah. Mary Jane est la fille de la méchante, un peu comme dans le Spider-Man du MCU? Bah, elle est adoptée. D'accord. Parce que en fait, il y a un moment où... En fait, c'est très bizarrement fait, parce qu'en fait, Alors, elle est adoptée ou elle est en famille d'accueil, je sais plus, mais voilà. c'est pas très clair, parce qu'en fait, elle se rend compte que sa mère est la méchante, mais j'ai l'impression que ça lui provoque aucun choc émotionnel. Oui, C'est non, très mais bizarre oui, hein, dans le film, hein. très très bizarre. Ouais. Non, de toute façon, ce personnage est raté, hein, la Mary Ouais, Jane. ouais, la Méridienne est vraiment, on l'a dit dès le début, hein, c'est-à-dire que vraiment, son personnage est très peu Oui. développé, elle a pas du tout de personnalité, c'est vraiment très dommage, parce que, en plus, on le sait que bah, la dynamique entre les deux va être romantique, et donc c'est un personnage qui est aussi important que le personnage principal, normalement. C'est ça. Une scène de tunnel, hein, comme dans Percy Jackson aussi. Oui. Alors par contre, je me rappelle que cette séquence de fuite du manoir était plutôt sympathique. Voilà, parce qu'effectivement, ça joue sur les échelles. Il y a un personnage qui peut réduire la taille des autres, et donc c'est le rat qui va les pousser à travers les égouts. De toute façon, dans les scènes d'action, globalement, on sent quand même qu'il y a du savoir-faire à la réalisation et à la mise en scène des scènes d'action. Tout est assez... T'as mal à la taille du rat, ouais, c'est exactement ça. La caméra est toujours bien placée, c'est toujours très lisible, on comprend tout ce qui se passe. Moi, mon regret, ça se base beaucoup sur les pouvoirs magiques et très peu sur bah, les arts martiaux. Alors que c'est quand même Oui. ça un peu qu'on attend, quoi. C'est-à-dire, nous, on était venus pour voir. Et en plus, je pense qu'un film d'animation doit quand même avoir un point d'animation. C'est-à-dire un endroit où les animateurs vont pouvoir déployer leur talent et leur savoir-faire. Et quoi de mieux que le kung-fu, en fait. C'est idéal pour faire de la belle animation. Alors que les pouvoirs magiques, c'est le truc un peu facile où les personnages sont un peu statiques à distance, s'envoient des rayons laser, etc. Et ça, c'est plutôt dans le côté cheap, justement, de l'animation. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ce parti pris d'avoir un morceau de bravoure sur l'animation. Mais ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, les pouvoirs magiques, ça aura pas forcément. Ah oui, donc on skip direct à la fin. Ouais, ouais, bah, troisième Oui, acte. bah, oui, Et ce qu'il faut dire, c'est que le film, il fait 1h20 tout mouillé, hein, et oui. que vraiment, ça va très très vite. Ça, c'est un autre problème du film, c'est que ça va à 3000 à l'heure, donc forcément pas de développement de personnage, pas du tout de développement. Par exemple, ce qui est bien dans Spider-Man, c'est on voit sa vie quotidienne dans son quartier. Que ce soit le Miles Morales ou le Peter Parker d'ailleurs. On voit un petit peu sa routine quotidienne et comment sa routine quotidienne est perturbée par le fantastique. Or là, dès le début, on commence par le fantastique, ce qui casse complètement l'effet en fait, puisqu'on est directement dans un monde magique qui n'est pas en parallèle d'une autre. C'est un petit peu dommage. Et donc oui, on skip au troisième acte, très rapidement d'ailleurs dans le film. Oui, oui, et puis après, bah, c'est baston final et fin du film, quoi, en gros. C'est ça. Un petit placement produit lamentable que j'ai vu pendant le film, quand il met un coup de pied, vraiment fallait Ah, faire une petite pub de marque de chaussures, c'était pas vraiment la peine. Alors elle, son pouvoir, c'est de transformer la méchante, les gens en pierre. Percy oui, Jackson, hein, non. puisque donc Percy Jackson c'est Percé, donc la méchante de base au début c'est la méduse qui peut pétrifier les Ok. gens. Et on a encore ce truc, alors là pour le coup même des années 80, où on a une espèce de portail magique en haut d'une tour qui va servir d'antenne pour bah, voler l'âme des gens dans la population. Alors ça vraiment c'est ringardos quoi. Ça faut plus, hein. Faut plus faire ça. Puis tu sais, il y a un petit film pas très connu qui avait fait ça aussi, qui se passait à New York, lui, qui s'appelait Avengers. Ouais voilà ouais. Non mais vraiment, même dans Avengers c'était déjà ringard hein, pareil, hein. Alors Oui. vraiment le côté tu peux le faire au second degré par exemple comme dans Onimusha 3 où t'es sur la tour Eiffel et la tour Eiffel elle est utilisée en antenne pour ramener des démons du passé du Japon féodal et là vraiment tu t'amuses bien et là c'est un peu fait au second degré. Là vraiment dans les films arrêtez de prendre la grande tour de la ville, là c'est la Transamerica Pyramid hein, qui est le landmark très connu de San Francisco. Et on voit pareil encore une fois dans le traitement graphique ça marche pas du tout. Il y a des fenêtres qui sont allumées, on sait pas pourquoi. Euh, elle a l'air très plate. Oui. Encore une fois, un problème de lightning. Euh, et donc voilà, donc les tours, portail,
terminé. Je ne veux plus en voir dans les films, c'est finito. Vous n'avez plus le droit. Je l'ai décrété, c'est moi qui fais les règles. Donc ça, c'est non. C'est vrai qu'on peut revenir à la bonne époque où un portail c'était une porte. Donc, tout simplement, hein. Et non, on n'est pas obligé. Après, je comprends parce qu'ils ont besoin de faire un effet d'un truc qui va sur toute la ville, donc on se met en hauteur, donc on se met sur le point le plus haut. Mais maintenant, c'est devenu une facilité scénaristique. Donc arrêtez de faire ça. C'est fini. Et je parlais aussi d'action. On va quand même s'inspirer des films d'action américains, donc avec cette scène d'explosion derrière pour donner un côté cool. Ce qui est marrant parce que c'est des animaux, le cochon il est marrant, hein, sur l'image il n'y a pas de problème. Mais on aurait pu s'inspirer de la culture asiatique et on aurait pu s'inspirer de la représentation qui a été faite par exemple dans le Wuxiapian, dans les films hongkongais où les personnages ont tendance à un petit peu plus voler parce qu'ils étaient suspendus par des câbles, etc. Et en fait, tout plein de codes visuels de Hong Kong qui auraient pu être réutilisés dans le film et qui ne le sont pas du tout. Puisqu'en fait, c'est un film très américain au final. C'est ça. C'est ça le défaut du film. Et en fait, on aura plus plaisir à voir des films chinois finalement sur le sujet, parce qu'ils ont des gros blockbusters d'animation maintenant. Je pense à Neza, je pense au Royaume des Abysses, je pense il y a tout plein de films, des voyages vers l'Occident, je pense qu'ils en ont fait 50. Il y a, Donc il y en a beaucoup, quoi. Le dernier aussi. Green Snake. Oui. Il y a Green Snake, il y a non, White Snake, il y en a plusieurs effectivement. Oui. Donc il y en a pas mal, mais et du coup qui sont plus intéressants que ces versions américaines qui paraissent très édulcorées et très génériques par rapport à ce qu'on voit. Même quoi qu'on pense des films des blockbusters d'animation chinois qui ont aussi parfois quelques défauts, notamment de mettre trop d'effets. Ils sont très généreux sur les. Eux ils ont une palette d'effets, ils mettent tout en général. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que les blockbusters d'animation chinois, ils ont ce truc aussi où des fois ils vont te mettre dans des univers fantastiques où t'as pas les codes et il se passe des trucs et tu fais bah d'accord. Voilà, c'est ça. Mais au moins t'es apparemment, c'est dépaysé normal. quoi. T'es vraiment dépaysé, ce qui est pas le cas là. C'est ça. Mhm. Ouais. Donc voilà, le personnage tombe de la tour, il faut le ressusciter. On fait le cercle de l'harmonie zodiacale pour pouvoir le ressusciter. Et à la fin, le héros va avoir les pouvoirs du tigre, car c'est l'apprenti du tigre, et probablement son successeur. Voilà. On ne le saura pas. Je crois que peut-être le roman initial a une suite, parce qu'il me semble que c'est bien possible. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est peut-être une amorce pour un deuxième épisode, mais malheureusement, vu la critique qu'on en a faite et vu le peu d'écho qu'a le film, je pense que ça semble quand même assez compromis pour un numéro 2. J'ai un petit quelque chose à ajouter avant qu'on passe sur la conclusion, c'est la musique, Steve Jablonsky, très générique aussi, hein, malheureusement. Pareil, hein, la musique chinoise, il y avait tellement de choses à prendre. Là, effectivement, tu vas peut-être avoir de temps en temps un peu un instrument un peu tubulaire pour rappeler la musique chinoise. Après, il faut savoir que quand même, Jablonski, il est plus sur des trucs un peu. Il fait Transformers et les films de Peter Berg, donc c'est un peu indus, quoi, un peu lourd. Quoi. Et là, ça aurait demandé beaucoup plus de légèreté, mais on le retrouve pas vraiment, et donc je trouve que c'est pas une très bonne compo pour lui. C'est un film très générique, dont j'ai dû me re-rappeler pour en parler, parce que je l'avais très rapidement oublié, malheureusement. Donc ouais, pas quelque chose qui va rester dans ma mémoire en tout cas, voilà. Ouais, pour ma part également assez déçu, parce que c'est vrai que en plus Paramount Animation, les films qu'ils ont fait, certes c'est un peu seconde zone, mais en général c'est quand même, il y a quand même toujours un petit truc du fait des coproductions qui va faire que c'est original, que ce soit avec Nickelodeon ou que ce soit sur Le Petit Prince, avoir un côté un petit peu plus français, etc. Et là effectivement ça semble très générique, même si c'est louable effectivement de vouloir faire un film sur la diaspora chinoise. Si c'est pas exploité, ça sert un petit peu à rien. Moi, surtout, mon gros problème avec le film, c'est que ça va 10 fois trop vite. C'est que de l'action tout le temps. Ça, c'est mon principal problème. Et je trouve qu'en termes graphiques, c'est un petit peu décevant, malgré une qualité de production qui est là. On est en dessous des standards. Donc voilà. Conclusion très rapide, pour dire qu'on a été déçus finalement. Et Nam, je te propose qu'on passe tout de suite au reco, sachant que tu as spoilé ma reco et que je l'ai coupé au montage. Eh bien, ma recommandation est un film d'animation japonais, pour le coup, dans lequel un enfant orphelin est recueilli par une bête qui l'emmène dans un endroit fantastique pour lui apprendre à se battre. C'est Le Garçon et la Bête. Excellent. C'est vachement bien, c'est très drôle, c'est très touchant. Et voilà, je ne peux que vous le recommander, c'est incroyable. C'est vraiment... Et rappelle-moi le nom du réalisateur, je sais plus. Mamoru Hosoda. Ah voilà. C'est lui qui avait Et fait c'est ça que je les confonds. Enfants Loups et Ame Yuki. Enfin, Ame Yuki, les Enfants Loups. Ouais, donc Mamoru Hosoda, pour moi, c'est un de ses meilleurs films.
parce qu'il y a vraiment une débauche visuelle qui est incroyable. Et là, pour le coup, le mix entre le monde fantastique, monde réel, la pervasivité entre les deux, il y a vraiment des scènes dantesques. Et Mm. toute la relation, effectivement, alors là, il y a une relation, c'est The Tiger's Apprentice, c'est censé avoir une relation maître-apprenti qui ici est très sommaire, et là, au contraire, elle est très... Vraie relation. c'est un personnage qui retrouve une figure paternelle qu'il n'a pas eue, donc ça va vraiment... c'est très profond. Et moi, Marocco spoilé, c'est un film sur la diaspora asiatique aux États-Unis, mais où là, il y a vraiment un fond sur la diaspora. Et c'est Alerte Rouge de Pixar. Et en plus, alors tous les films de Pixar qui sont sortis sur les plateformes, sur Disney+, en l'occurrence, ressortent au cinéma cette année. Donc Alerte Rouge ressort, Lucas ressort et Saul ressort en salle. Donc vous pourrez aller les voir en salle. Ah. Et Alerte Rouge, c'est vraiment un film qui a énormément de cœur, qui parle de l'adolescence de manière pas du tout cliché de film, qui va vraiment aborder des vrais sujets, puisque Alerte Rouge, bah, c'est une petite fille qui a ses règles, hein, en fait, hein, c'est ça hein, la métaphore du film. Oui. Et donc elle se transforme en grand panda roux géant qui détruit. Métaphore. Oui, mais bah, en vrai, c'est pas tellement explicité. Si, c'est dit clairement dans le film. Si, c'est clairement dit. Non, 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 si, c'est... Puisqu'à un moment, elle va clairement acheter des protections hygiéniques, je viens de me rappeler. Et donc, c'est un film qui prend pas du tout les ados pour des idiots, et c'est un film qui est vraiment ancré dans, justement, les problématiques particulières que peuvent avoir des enfants par leur éducation asiatique, qui est une éducation particulière, qui est plus traditionnelle peut-être qu'une éducation américaine qui serait plus libérale, on va dire ça comme ça. Et donc, on va voir une espèce de contraste entre les deux, qui va être très intéressant. Et voilà, encore une fois, c'est un film qui est destiné aux adolescents, mais c'est un film qui peut être vu par tout le monde, parce que c'est un film qui fait confiance à l'intelligence des ados, et voilà, qui est vraiment direct et qui s'inspire de la réalité. Et c'est un film qui a été un peu sous-coté quand il est sorti, je trouve, Alerte Rouge en plus. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et c'est un film qui va pas du tout dans le côté... comme on pourrait attendre des blockbusters d'animation, soit dans un côté extrêmement poétique, soit dans un côté extrêmement action, débauche d'effets visuels, etc. C'est un film beaucoup plus ancré dans le quotidien. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un film qui a eu un retour critique un petit peu plus faible de la part du public, en tout cas. Et je pense que c'est un film à voir ou à revoir à sa juste valeur, avec notamment un groupe un peu de typé K-pop, mais c'est pas de la K-pop. Et il y a tout un concert, il y a toute une histoire avec un concert, et c'est vraiment très 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 drôle. Et un traitement aussi, d'ailleurs, on parlait dans La Nuit d'Orion, Oui. on disait que le bully était traité de manière très conventionnelle, et alors là, le bully, dans l'Alerte Rouge, est traité de manière pas du tout conventionnelle, puisque le bully va être intégré dans le groupe des amis à la fin. Et donc ça, vraiment un film hyper intelligent, vraiment je vous le recommande, c'est vraiment super et c'est vraiment très différent de tous les autres films qu'on a vus. Et donc voilà, pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, merci d'avoir été là, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, comme d'habitude, ça va nous faire super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on est méga contents. Bye bye. Au revoir.